Oh, t'as vu, Hidalgo et Macron, ils vont se baigner dans la Seine. Oui, d'ailleurs, ça serait drôle qu'ils se fassent niaquer les fesses par Bubule, le poisson rouge. Genre comme dans un certain film. Oui, et en plus, t'ajoutes au casting Cyril Hanouna, Jordan Bardella, Bolloré. Tu vois, des gens comme ça, quoi. Les gens ne t'aiment pas, quoi. Ouais, je vois. Mais tiens, on a le scénario du Sous la Seine 2. Eh ouais, c'est vrai. Vas-y, lance le générique. Moi, je vais appeler Xavier Jans pour lui soumettre l'idée. Salut Loulou, salut les canopéens, les canopéennes. Salut Rouquin, salut tout le monde, salut les copains. Ça va? Ça va bien. Ouais, je vois ça. Ah bah oui, moi je suis en forme, hein, écoute, ça ne peut pas mieux aller. Ok, bon, je te laisse faire la petite intro. Oui, bien sûr, ici on est sur le canapé de Canapop. Exact. Canapop, c'est quoi? C'est l'histoire de deux potes qui parlent de pop culture, cinéma, jeux vidéo, littérature, musique. Effectivement. Quoi qu'on n'a pas forcément le temps de toujours tout évoquer, mais on fait du mieux qu'on peut. Voilà, on fait du mieux qu'on peut. Et ce mois-ci, alors déjà, bon, il faut qu'on puisse dire qu'on peut nous écouter sur Spotify et YouTube, mais sur toutes les plateformes de streaming de podcasts. Exactement. Donc même sur Apple Music, sur Apple Podcast, n'importe où. Tant que vous voulez écouter du podcast, vous pourrez nous trouver. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook et Instagram. Exactement, sur Facebook et Instagram sous le nom Canapop. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre, donc like, share, partager, ouais. Et puis commenter. On est Exactement. toujours là. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Oui, abonnez-vous aussi, c'est très important. Et d'ailleurs, en parlant de ceux qui commentent, oui. cette semaine, on fait un gros big up à celle qui nous commente à chaque fois. Je pense qu'on va lui envoyer nos goodies. Oui. Tu sais, nos tronches, nos deux sales tronches à nous. Ouais, sur un t-shirt. Voilà, sur un t-shirt. Vraiment, genre. Voilà, elle sera obligée de porter. Je pense qu'elle sera particulièrement contente. Oh la pauvre. Ah oui, c'est... Du coup, je vous lis vite fait le commentaire qu'elle nous a ouais, laissé, vas-y. Et on va lui répondre en même temps. Donc, communication fluide, surtout au début, énergie positive et voix attractive, bravo et merci pour la citation. De rien, c'était un plaisir de te citer. Exactement. Et merci à toi surtout de continuer de nous suivre et de nous envoyer encore un petit commentaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, le fait est que elle nous a inspiré, enfin... Oui, c'est vrai. Tu vois, la dernière fois, elle nous disait que ça serait bien qu'on soit un peu plus punchy. Exact. On essaye de repenser la façon avec laquelle on parle l'un avec l'autre. Et du coup, ça nous a directement inspiré pour la fois précédente. Et on essaye de le refaire, là. Voilà. Et on essaiera de le faire tout le temps. Voilà, donc, tout à fait. Chacun de vous... canapéen ou canapéenne qui souhaitera nous donner un commentaire, on essaiera de s'en inspirer. Alors on peut pas promettre qu'on s'inspirera de tout, mais on essaiera de s'en inspirer et on vous remercie par avance. Exactement. Et là, ce mois-ci, on fête un anniversaire. On n'a pas de RIP. Ah oui, heureusement. Pas de Rest in Peace, mais on a un anniversaire. Quelque chose de plus joyeux. Exactement. Cool. Et c'est pas n'importe qui en plus. Ah oui. C'est un vieux monsieur, mais surtout un monsieur très important du cinéma d'action. On n'a plus sa voix française, mais c'est Sylvester Stallone qui fête ses 78 ans. Voilà. Bon anniversaire. Il a fêté le 6 juillet, je crois. Oui, c'est ça, le 6 juillet. Exact. Et voilà, un joyeux anniversaire à Rambo, à Rocky. À monsieur Stallone, quoi. Ouais. Voilà. Tout à fait. Alors, merci à toi. Une petite pensée à Alain Dorval qui faisait sa voix française. Ok. Et qui est décédé il y a 2-3 ans. Ma guerre. Et oui. Ouais. On n'entendra plus cette voix sauf dans le film qui a déjà été... Là, on pourra se repasser les autres films, tous les films qui ont été doublés par Alain Dorval. On doit aussi du coup souhaiter un joyeux anniversaire à tous les autres. Ah oui, joyeux anniversaire à tout le monde. Ouais. À qui? À vous? À qui? À moi? Ouais. À qui? À toi? Exactement.
Et on doit aussi saluer le lapin blanc. Lapin blanc de l'émission, à celui qui crie en retard, en retard, en retard, en retard à toutes les émissions. Oui, mais oui, je suis d'accord avec ça. J'ai raté ma vocation, tu vois. Mais du coup, clair. Ludovic Meunier, merci à toi. Qui est là avec sa petite montre et qui nous et qui nous indique l'heure en disant regardez, il vous reste 10 minutes, les gars. T'as vu, je suis déjà à 3 du coup. Ah oui, du coup... Oh, c'est horrible. Chers auditeurs, nous avons un jeu pour vous. Vous avez entendu Loulou le dire là à l'instant. Du coup, vous allez essayer de compter le nombre de du coup qu'on va faire sur tout le podcast. Et vous allez le mettre en commentaire. Et si vous avez la bonne réponse... si vous avez rien à faire de votre été, exactement, aller à la piscine, draguer des filles ou vous retrouver avec des copains dans un bar, vous compterez les du coup. Hein. C'est ça. Voilà, c'est comme ça quand on est en no life. Je voulais dire, si vous avez la bonne réponse, on essaiera de faire en sorte la prochaine fois de faire moins de du coup. Et bien sûr, on vous mettra à l'affiche. Oui, on va essayer de s'améliorer. Bon, moi, je suis passé à 5, toi, t'es passé à 4. What ? Déjà ? Ouais. Ok. Bon. Tout ça pour dire qu'il faut aussi prévenir les gens. Alerte spoiler. Ah oui, effectivement, voilà. On va vous spoiler. On va divulgacher. Ouais, effectivement. Normalement, dans la description de l'émission, vous aurez la liste de tous les films dont on parle, des bouquins dont on parle. Donc, des séries ou de n'importe quoi quand on va vous parler. Si jamais vous ne voulez pas être spoilé, vous regardez la liste, vous allez regarder les choses qui vous intéressent et après vous écouterez notre émission. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? Eh bien, dans mes souvenirs, qui sont pas si lointains, on va parler de Sous la Seine et de Elias. Alors, Sous la Seine est un film... Alors, laisse-moi... Du coup, c'est le sujet au-dessus de ça, c'était le cinéma français. Le cinéma de genre français, avec de l'horreur et de l'action. Effectivement. C'est vrai que j'allais en parler juste après, mais c'était mieux de le mettre avant. Bon, enfin, bref. Du coup, on commence par Sous la Seine. Voilà. Le synopsis du film, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, les mutations sont courantes. Une chercheuse sur la faune marine rencontre son pire cauchemar au même moment que le triathlon de Paris va faire ses débuts dans une Seine aménagée. Exactement. Donc, dans une Seine, le fleuve. Hein. Oh oui, bien sûr. Et c'est réalisé par Xavier Jans. Exactement. Le rôle principal est tenu par Bérénice Bejo. Ok. Qu'on avait pu voir dans The Artist, normalement, si je ne me trompe pas. Dans OSS 117 aussi. Ok. Ça fait quand même. Eh bien, c'est deux films que tu viens de citer que je n'ai pas vus. Il va vraiment falloir que je les voie. Mais du coup, voilà. Ah, c'est pour ça, d'accord. C'est pour ça que je n'ai pas... jamais vu OSS 117. Non, non. Je sais que le cinéma d'humour français est incroyable. J'ai un peu de mal. Depuis les années 2000, j'ai un peu de mal avec les films d'humour. Mais là, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler de films qui nous font frissonner. Exactement. Et pour le coup, moi, je trouve que Sous la Seine, c'était vraiment incroyable. Donc, c'est sorti spécialement sur Netflix. Donc, pour toute personne qui a Netflix, vous pourrez aller le voir très facilement. Pas besoin de vous rendre en salle. Le truc est vraiment cool. C'est-à-dire qu'on va suivre le personnage joué par Bérénice qui va donc découvrir un requin, une espèce de requin dans l'océan Indien. Et dans l'océan Pacifique. Océan Pacifique, pardon. Là où se trouve l'océan de plastique. C'est-à-dire le continent du plastique. Voilà, une accumulation de plastique qui s'est accumulée dans le Pacifique. C'est toute la pollution mondiale qui est venue là. Ouais. Et en fait, ça fait un continent. Ça a la taille d'un continent. Voilà. Ouais, c'est assez immonde. Mais voilà, du coup, ils vont découvrir un requin à cet endroit-là, qui est une espèce différente de toutes les autres espèces. Et bon, ça suit quand même
un peu Les Dents de la Mer. Moi, je trouvais que c'était très intéressant dans ce style-là, parce que déjà, c'est un style horrifique. Et je trouve ça vraiment cool dans le sens où le requin n'est pas que le danger en fait de ce film. L'autre danger potentiel, c'est aussi le système social qui est mis en place dans le film et qui est exposé. Je dirais plutôt notre système de société, système capitaliste. Enfin, oui. Il n'y a pas forcément besoin de rentrer là-dedans parce qu'on dira tout à l'heure que le film a quand même pas mal de défauts. Mais Bien du sûr. Coup, aux origines de ce film-là, quand même, en France, on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas de film d'horreur. Mais ça fait quand même des années. On a quand même, hein. Il faut en parler là. C'est vrai. Dans les années 2000, on a eu pas mal de films qui sont sortis. D'ailleurs, le Canal+, les studios Canal+, ont demandé aux réalisateurs français de faire des films d'horreur et on a appelé ça les French Fryers. Donc c'était sur la période, si mes souvenirs sont bons, de 2008 à 2011. Donc c'est une période assez courte, mais qui a été fleurissante pour le cinéma de genre d'horreur en France. Puis la vague avait commencé un peu avant. Parce que Haute Tension, ça date de 2003. 2003-2004. Exact. Mais on a dans cette vague-là, on a quand même beaucoup de réalisateurs de qualité qui sont ensuite partis faire des films aux États-Unis. Hein. Oui. On a Alexandre Acha, donc avec Haute Tension, qui plus tard a fait Piranha 3D. Okay. On a aussi du coup Frontières de Xavier Jans, c'est ça, réalisé sous la scène, ou Martyr de Pascal Laugier, c'est ça, ou 2008. Encore à l'intérieur de Bustillo et Maury, qui sont partis faire, si mon souvenir est bon, un épisode de la saga des massacres à la tronçonneuse aux États-Unis. Ok, moi franchement, dans tous les films que tu me parles là, j'en ai pas vu des masses, mais je pense que j'en ai vu la moitié sur les 4. J'ai vu Martyr et j'ai vu celui qui était plus vieux encore, Haute Tension, et très sincèrement Haute Tension c'est juste incroyable dans le cinéma vraiment d'horreur. Ça met un vrai frisson, les personnages qui sont joués c'est vraiment cool. Pour raconter grossièrement l'histoire, on va suivre l'histoire de quelques personnes qui vivent dans un manoir, enfin pas dans un manoir mais qui viennent en vacances dans mes souvenirs. Oui, c'est 2 jeunes femmes qui viennent, elles sont étudiantes et elles viennent passer leurs vacances dans la maison de campagne, maison de famille de l'une des 2. Voilà, et il va y avoir un tueur qui va sévir, un peu comme tu m'avais dit en off, comme un slasher. Oui, voilà, ça peut faire penser à du Halloween ou à du Vendredi 13. C'est ça, et ce qui est très marrant, c'est que moi je le vois plutôt comme du Silence des agneaux, où justement on va être sur un thriller qui va monter progressivement dans la tension. Alors pour moi, c'est pas le Silence des agneaux parce qu'il n'y a pas l'aspect enquête. Okay. Et tout est resserré sur une unité de temps et de lieu. Alors plus une unité de temps parce que ça se passe en gros sur une nuit, exact. Comme dans Halloween ou Vendredi 13. Mais ce qui est très particulier du coup avec ces films d'horreur français, et c'est le cas avec Haute Tension, c'est qu'on prend vraiment quelque chose qui vient des États-Unis et on essaye de l'acclimater à la France. En faisant du coup vraiment quelque chose de... Enfin, j'arrête avec tout ça. De faire quelque chose d'hyper singulier, quoi. C'est vrai que la photographie du film... elle est poisseuse. Elle fait ressentir que c'est une nuit un peu caniculaire. C'est ça. Que le personnage du tueur... il suinte un peu l'alcool, le pastis. C'est ça, exactement, c'est ce que je disais là. Il est un peu répugnant. C'est un peu dans la France profonde. C'est ça. Et c'est vrai que il y a... on retrouve une atmosphère et des points forts qu'on retrouvera du coup dans les autres films que j'ai cités. Exactement.
puisque, par exemple, Frontières, c'est vraiment massacre à la tronçonneuse, mais avec des jeunes de banlieue qui se retrouvent confrontés à une famille de nazis, quoi. Ok, cool. Un peu comme Us. Ouais, et puis qui ont un gros problème avec les gens qui sont pas comme eux, quoi. Ouais. Et ce qui est... Comme Bardella. Pardon. Oh là là. Non mais alors, dis donc. Comme ça. Ça part comme ça. Je suis désolé, mais là, je me lâche. J'ai eu une petite pression, tu vois, pendant quelques temps, là, pendant 3 semaines. Non, mais je comprends. C'est vrai que... c'est aussi la particularité... ce genre de film est hyper fort. C'est la catharsis, elle fonctionne à plein régime parce que ça te met devant les yeux des personnages qui sont à la fois très ambigus mais très attachants. Oui. Il y a un côté un peu lesbien dans Haute Tension. C'est ça, exactement. Il y a les jeunes délinquants de Frontières. Et tout ça, ça provoque un ressenti qui est immédiat parce que tu penses forcément à des choses qu'on a vues ou qu'on a ressenti. Moi, ça, tu sais, Frontières, les passages avec les jeunes, ça me fait beaucoup penser à La haine de Mathieu Kassovitz. Ok. Intéressant. Tu vois, bon, le film est sorti genre une dizaine d'années auparavant. Mais tu retrouves vraiment cette ambiance de la banlieue et de la banlieue comme on a pu du coup la présenter dans beaucoup de clips de rap entre les années 90 et les années 2000. Okay. Et là... moi, ce que j'apprécie, c'est qu'en contrepoids, il y a une violence extrême qui va se dégager de ça. Ouais. Violence extrême qui va vraiment prendre à la gorge les spectateurs et les personnages, comme dans Martyr. Parce que j'avoue que Martyr, c'est vraiment ce qui en tire le plus, c'est vraiment la violence pure à l'état brut. Déjà, tout est dit dans le nom. Martyr, pour une personne qui ne sait pas trop ce que c'est quelqu'un qui va mourir de façon violente pour une cause ou quelque chose de plus grand. Il y a l'idée de se faire martyriser, de se faire maltraiter. Maltraiter. Parce que quand quelqu'un est martyrisé, vraiment qu'on lui a retiré un certain nombre de dignités, de droits, exactement. Et c'est vrai que dans chaque film dont on parle là, il y a toujours des grosses scènes choc à base de démembrement, de dépecement. Oui, têtes qui sont arrachées. J'allais en parler justement. J'allais parler justement de la tête découpée dans le film de Alexandre Aja où justement c'est quand même une des premières scènes qu'on va voir. Mais aussi ça fait la promotion des meubles français. Moi je trouve que voilà, le meuble français, il a besoin d'être découpé. J'ai pas la référence là. Tu ne l'as pas? Non. Il y a cette fameuse séquence où le tueur pousse un meuble et ça tranche la tête d'un personnage. Ah mais oui, il avait été coincé dans un escalier. Un truc d'escalier. Ça, petit clin d'œil à des gens de ma famille qui sont dans la menuiserie. Ok. Voilà, on apprécie votre travail. Elle m'a dit prendre, c'est important. C'est sale. Mais oui, non, c'est vrai. Mais j'avais oublié ce petit passage, tu vois, bizarrement. Je me rappelais surtout du passage avec la tête au tout début, tu vois. Ah oui. Qui est à la fois sexualisée et à la fois très terrifiante. Oui. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus parce que voilà, on va pas choquer les âmes les plus sensibles. Déjà qu'il y en a déjà eu un petit peu là. Mais oui, carrément. Et après, il y a eu des films plus récents qui sont sortis où justement ça fait encore du film français quelque chose de vraiment cool. Vermine. Et puis ça essaye d'être. Je rebondirai après sur Vermine. Ouais. Mais ça essaye d'être avant tout du spectacle. Oui, exactement. Il y a eu quand même quelques petits films qui ont essayé d'être surtout des tentatives de dissertation, on va dire, filmique, comme Grave, comme Titane.
Comme Police. Même réalisateur que Grave. Non, Police, pour moi, c'est pas un film d'horreur, mais c'était un film social, tu vois. Ouais, tu suivais la vie dans un commissariat c'est vrai. de banlieue, de petite ville, là. Mais il y avait le même truc dans Acide, avec la pluie qui est sorti il y a pas très longtemps. Ouais, qui était sorti à l'automne dernier, qui avait des aspects vraiment, comment dire, positifs, mais on sentait qu'il y avait vraiment ce vouloir de te faire passer un message. Ouais, et ce réalisateur qui est, tu sais, en position de force et qui dit, moi je comprends, tu vois, je comprends mieux le genre que tout le monde. Et du donc, coup, il convoquait des trucs du film d'épidémie, du film de zombies. Et tu comprenais pas trop ce que ça venait foutre là-dedans. En plus, les personnages n'avaient pas des réactions toujours très logiques. Tu avais du mal à comprendre où est-ce que tu devais placer ton curseur. Alors que Vermine, c'est vraiment génial. Tu vois. Excellent. Et pourquoi c'est génial ? Déjà, moi, je trouve que c'est génial parce que on a une sensation de claustrophobie très régulière. Pour toute personne qui est arachnophobe, désolé, mais ce film est basé sur les araignées. Je sais que toi, Loulou, tu es arachnophobe. Je sais que tu l'as quand même vu et tu en as quand même tiré un certain plaisir dans l'horreur. Oui, parce que j'ai trouvé qu'il jouait beaucoup sur un certain nombre de situations typiques de ce genre de film. Ou typique pour un arachnophobe. Il se dit, tiens, je suis dans la douche, j'essaye d'attraper ma serviette, il y a une araignée dessus, quoi. Ça c'est bien sale, ça. De choses très, très dégoûtantes que je conseille à personne de vivre. Vous voyez pas sa tête, mais vraiment, il en est écœuré. Ah bah oui, c'est vraiment insupportable pour moi. Mais en plus, tu sais, encore une fois, tu avais le film de banlieue. Exactement. Avec les morceaux de rap, avec la mise en scène, avec cet immeuble-là de construction très brutaliste. Ouais, c'est ça. Et puis des années 50, presque. C'est un vieil immeuble de Paris où il y a énormément d'étages. Je crois qu'il y en a une quinzaine, dans mes souvenirs. Il doit y avoir une quinzaine d'étages. Il y a un parking qui est lié à l'immeuble. Il y a des couloirs très étroits. Il n'y a pas toujours l'éclairage nécessaire parce que c'est un vieil immeuble et donc on n'a pas envie de remettre de l'investissement dedans. On va avoir la femme de ménage qui fait son mieux de ce qu'elle peut, mais on sent que les gens qui y vivent ne font pas forcément toujours attention et s'en battent un peu les couilles du ménage. Parce qu'ils connaissent que des quartiers qui craignent. Ça représentait bien, je pense, la réalité de ces quartiers-là. Ouais, peut-être. Mais très loin, tu sais, de tous les clichés. Oui, c'est vrai. Les clichés CNews, on va dire. Et bam, encore une balle perdue. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, il n'y a pas de clichés... sur la coque, les dealers, il n'y a pas de cliché sur la délinquance, sur la criminalité. Exactement. Il y a une vision d'un monde où en fait les gens doivent essayer de survivre. Ont arrêté de se parler, ont arrêté de communiquer, ont arrêté d'avoir de l'échange, du lien. Et tu parlais d'ailleurs de cette dame de ménage. Le personnage peut prêter à sourire parce qu'elle est d'origine asiatique. C'est ça. Les autres personnages ne la comprennent pas, mais en même temps, ça fait partie de ces personnages qui disparaissent les premiers dans le film. Et on est quasiment dans un... ça sert vraiment à montrer que tu as des personnes, des groupes de personnes dans ces lieux-là qui sont vraiment complètement isolés. Isolés, complètement. Ouais, c'est vrai. Et même dans le même groupe familial, en fait, c'est ça qui est important, parce que même dans ce film, même dans le groupe familial, ils se comprennent plus. Le frère et la sœur ne se comprennent plus. Alors, je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler tout le film, mais sincèrement... il faut aller le regarder. Voilà, tout ce qu'on vous parle là, n'hésitez pas à aller le regarder. Et documentez-vous sur le film, en fait, en le regardant, pour comprendre
ce qu'on est en train de vous expliquer, parce que ça a une certaine importance, parce que ça a amené, en fait, tous ces films-là sont venus de quelque chose. Donc là, par exemple, des films de Alexandre Aja, ils sont venus d'une culture du vidéoclub, où ces réalisateurs-là, dans leur jeunesse, ont regardé un certain nombre de films. Alors, pas pour les réalisateurs de Vermine, parce que je pense qu'ils étaient peut-être trop jeunes. Ils sont peut-être plus de notre génération à nous, alors que tous les Aja... c'est ça. Eux, ils ont connu les vidéoclubs pure chouche, quoi. Voilà. Eux, ils avaient 10-15 ans dans les années 80-90, à une époque où le vidéoclub tournait à plein régime et proposait en fait de voir des films, et ça proposait une démocratisation sur le cinéma, sur le cinéma d'horreur, qui était vraiment hyper importante, et les gens pouvaient enregistrer les films, se les remater, les revoir, et limite, tu sais, ils pouvaient avec le rembobiner, c'est ce que je faisais quand j'étais petit, laisser défiler, aller jusqu'au moment qui les intéressait le plus. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est du cinéma, c'est du cinéma qui est hyper, comment on va dire, sincère dans sa proposition. Tu vois, moi, ça m'a aussi fait penser au Mangeur d'âme, donc le dernier film de Alexandre Bustillo et Julien Maury, qui, là, plus un thriller horrifique, mais on reprend vraiment une structure qui avait déjà été exploité par Mathieu Kassovitz dans Les Rivières pourpres, mais qui nous vient vraiment du thriller américain. Donc, tu parlais, toi, du Silence des agneaux. Exactement, le Silence des agneaux. Ça peut faire penser aussi à Seven. Et là, en fait, on va dans un décor de la région Grand Est, dans le département des Vosges. Département des Vosges, j'appuierai pas plus que ça. Pourquoi il peut nous faire penser à un certain nombre de faits très troublants et une vision assez sombre de la société française. On n'en fera pas de blague. Mais forcément, ça exploite un décorum, ça exploite ce à quoi ce décorum nous renvoie. Et finalement, le cinéma français a beaucoup resquillé par rapport à ça. Il a beaucoup évité ce genre de choses. Effectivement, c'est vrai. Alors que les réalisateurs de cette vague de films d'horreur qui s'est déroulée il y a une vingtaine d'années, eux, ils avaient vraiment la volonté d'aller chercher tout ça. des lieux cinégéniques. Pour justement te mettre l'ambiance, des idées cinégéniques pour te propulser dans quelque chose. C'est ça. Exactement. Mais là, pas quelque chose de lointain qui se passerait quelque part aux États-Unis ou quelque part en Asie, qui se passerait ici, chez nous. En France. Et d'ailleurs, ça fonctionne super bien. C'est très marrant parce que du coup, tu parles de ça. Et en fait, ce qui m'amuse dans ça, c'est qu'on a un lieu très célèbre en France qui est en Bretagne, qui s'appelle la forêt de Brocéliande. Et il n'y a pas tant de films qui sont sortis. Et en plus, il y a une série qui est sortie récemment sur Netflix qui s'appelle Marianne, que je vous conseille. C'est une série de sorcières, ou de sorcellerie en tout cas. Ça se déroule sur 8 ou 10 épisodes, donc c'est assez court, je trouve. Et ça se passe en Bretagne. Alors, je ne me rappelle pas que ça se passe dans la forêt de Brocéliande, et en ayant fait des recherches, je n'ai pas vu de trucs sur Brocéliande. D'accord. Mais encore un truc où tu te dis... Brocéliande, c'est quand même un endroit hyper chargé en termes mystiques et pour plein de gens. Ouais. Et on l'utilise pas tant que ça, finalement. Oui, parce qu'au final, il y a des films d'horreur américains qui ont pu se passer, tu sais, dans d'anciennes réserves indiennes. C'est ça. Moi, j'ai quand même le souvenir du film Brocéliande. Je n'étais pas
super génial, mais c'était une sorte de proposition de slasher justement en Bretagne. Ok. Avec une histoire de secte druidique qui invoque une sorte de dieu païen qui tue plein de gens, quoi. Mais moi, du coup... Il faut pas faire ça parce qu'après, ils vont pouvoir compter plus facilement. Oui, c'est énervant. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu veux qu'on passe sur Sous la Seine? Tu veux qu'on sache? Mais moi, ça me faisait... Tu parlais séries, donc moi je pensais aussi à des séries que je connais. Oui. Et donc il y a Alex Hugo. Ok. Une série qui se passe donc c'est dans le genre thriller. Hein. Ok. Et ça se passe dans les Alpes. On suit un policier qui mène des enquêtes dans les montagnes des Alpes. C'est vraiment très prenant, il y a des belles images, il y a une belle ambiance. Okay. Mais après, dans quelque chose de plus horrifique, enfin de plus tendu, il y a Le Voyageur avec un personnage qui voyage à travers la France, qui est un ancien policier, il mène des enquêtes sur des cold cases, et il rencontre à chaque fois des tueurs en série, il y a des mystères et tout. Et il y a aussi du coup la série Les Rivières Pourpres. Et moi je trouve ça super cool à regarder parce qu'ils ont vraiment été chercher des décors pareil dans l'est de la France ou dans le Massif central qui sont un peu chargés, qui sont un peu flippants, et je voulais juste les conseiller. Mais maintenant, on peut passer à Sous la Seine. Ah, ça c'est vraiment cool ce que tu racontes. Ouais, oui, en fait, c'est juste parce que... Je te sentais tout chaud. Ouais, parce que Sous la Seine, ça m'a quand même bien touché, tu vois. Il y a plein de gens qui disent que Sous la Seine, c'est vraiment pas bon, que c'est un film français. Et finalement, ça revient à la réputation que les réalisateurs de films d'horreur français ont eu. Oui, pendant très longtemps, même si en France en tout cas. Sous la Seine n'atteint pas le niveau pour moi des autres films qu'on a évoqués, mais il y a clairement en France une majorité de personnes qui trouvent ça complètement nul. Exactement. Et bizarrement aux États-Unis, mais bon, en même temps c'est les Américains. Les Amerlocs, ils aiment tout. Eux, ils ont trouvé ça absolument fabuleux. Voilà. Mais après, je pense que la France se consacre très souvent aux films comiques parce qu'on sait que la France est une base de films humoristiques depuis des années et des années. C'est ce qui fonctionne le mieux en France. Et en fait, je trouve que c'est vraiment dommage parce que là, Sous la Seine, c'est vraiment un banger pour moi pour plein de raisons. Dans le sens où, déjà, ça te remet un film de requin et moi, j'adore ça. Très clairement, les gens qui se font bouffer, je kiffe. Je sais pas, c'est une régalade, j'adore ce genre de film. Et c'est super intéressant parce que il y a quelques années, dans une interview, il y a Steven Spielberg qui disait qu'il était triste d'avoir fait le film Les Dents de la Mer parce que ça avait inspiré la peur du requin. Pas que la peur de la baignade, la peur du requin. Alors que déjà, c'est un truc incroyable de se dire... un film d'horreur inspire la peur vraiment aux gens, ça c'est vraiment cool, tu vois. Mais lui, il le regrette parce qu'il se dit ça a détruit l'image du requin qui n'est pas si dangereux que ça pour l'homme. Et moi, je trouve que c'est dommage d'en arriver à comment on pourrait dire ça, à regretter d'en avoir donné la peur. Tu vois. Et en même temps, je le comprends parce que après ça, il y a eu quand même plein de gens qui se sont plaints des requins et qui ont voulu abattre des requins et tout. Donc, je trouvais ça un peu dommage. Mais là, aujourd'hui, en France, on vient de refaire un film de requins. Ça va se passer en plus sur une période où nous, en France, on attend les JO. Donc, beaucoup l'attendent avec impatience. D'autres s'en battent les steaks. Mais ça vient se greffer à ça. Et dans l'univers du film Sous la Seine, on va parler de situations où des nageurs vont nager dans la Seine. Et il y a une épreuve de triathlon, c'est ça ? De triathlon, exactement, c'est ça. Et je trouve ça trop cool parce que t'as vraiment ce truc de... Il y a Madame Hidalgo qui a dit il n'y a pas longtemps comme quoi que justement elle irait se baigner dans la Seine et tout. Et on connaît les dangers qu'il y a dans la Seine actuellement. Et on voit... Alors c'est pas des dangers aussi gros que requin, mais... Bien sûr. Il y a des histoires de pollution. Exactement.
Et je trouve ça trop marrant d'avoir ce contraste qui sort en même temps, tu vois, mais fait par le requin. Parce que du coup, le requin n'est plus le requin, mais est juste l'objet du danger de la scène. Tu vois, et je trouve ça trop bien. En fait, dans ma tête, je me dis pas, le requin, c'est vraiment le tueur. En fait, je me dis juste, la scène est dangereuse pour plein de choses. Ouais. On a eu un orque qui s'est échoué dedans, il aurait pu aussi faire des ravages, tu vois. Enfin, on a eu un phoque qui s'est échoué dedans, ça aurait pu faire des ravages. Enfin. Puis moi, je trouve que ça évoque aussi le fait que maintenant, la nature, les courants marins, tout ça, c'est des choses qui sont déréglées. Donc, oui, effectivement. On arrive à un point où c'est hyper voyant. Ouais. C'est hyper voyant et les JO de Paris, c'était la trop belle occasion pour nos dirigeants de faire de la com facile. Ouais. Et de dire, vous avez vu, machin, on est trop fort, on a organisé des trucs, ça rassemble plein de personnes, alors qu'au final, il y a plein de gens contents. Mais alors, rien à foutre des JO. Ouais. Et en même temps, le film, c'est vrai, a joué clairement sur ça. Sur la com, en disant carrément, on a fait peur à Hidalgo quand elle a commencé à dire, oh non, finalement, j'irai pas dans la scène parce que machin, j'ai autre chose à faire. Ouais. J'ai aquaponé, par exemple. Ouais. Pour ramener son poney pour faire de l'aquaponie dans la scène si elle a envie. Enfin. Et moi, je trouve intéressant ce que tu disais parce que tu pointes, on va dire, l'argument premier, l'argument spectaculaire, horrifique. Ouais. Du coup, le requin. Ouais, exactement. Parce que là, on a clairement affaire à ce qu'on appelle du film catastrophe. Hein. Ouais. Alors, à la base, le film catastrophe, ça se concentre plutôt sur 2012. oui, enfin, c'est... voilà, il y a des événements météorologiques, des trucs déréglés, des tornades, des tremblements de terre. Et tout ça va provoquer, du coup, un certain nombre de péripéties, de remous. Et Les Dents de la Mer, ça a été le moment où ils se sont dit, tiens, on va aller chercher de l'animal... un animal pour provoquer en fait tout ce bordel. Exactement. Et moi j'aime particulièrement ce genre de film. Alors après Les Dents de la Mer dans les années 70, début 80, il y a eu Grizzly, le monstre de la forêt, il y a eu Orca, il y a eu le film australien Razorback, Razorback. Et à chaque fois le schéma était plus ou moins le même. Et là, on retrouve le même schéma. Mais c'est vrai que voilà, la présence du requin dans la scène, exactement, ça provoque, moi je trouve, un truc assez jouissif, assez fantasmagorique. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que c'était important tout à l'heure de vous parler de tous ces films d'horreur qu'il y a eu en France et qu'on a tendance à oublier parce que finalement, ils vont ramener à nous des figures mythologiques, mais exactement, en les brassant avec des choses qui nous sont propres. Exactement. Et c'est vrai qu'avec le climat actuel en France, le climat politique notamment, bon, il s'est calmé. Ça fait, je trouve, énormément de bien d'avoir un film qui sort, même si le film est pas génial, parce qu'il y a des personnages un peu caricaturaux, qui servent clairement de fonction. Mais là, il y a vraiment l'argument du gore, du suspense. C'est ça. D'aller créer des situations particulières. Il y a le final avec les nageurs, et d'ailleurs l'apparition de Paul le Poulpe, qui fait un caméo. Ouais. Et pour la petite histoire, je crois que c'était un youtubeur. Et il se fait dévorer par la bestiole. C'est ça. Et c'est super drôle parce que on y a forcément tous déjà un peu pensé.
Qu'est-ce moi, je pense que sous le fond de la scène. Et puis, je pense que le cinéma d'horreur, c'est vraiment du cinéma de sale gosse, entre guillemets. C'est le cinéma qui va aller, tu vois, qui va chercher à provoquer un peu qui cherche un petit peu à emmerder les gens, tu vois. Oui, et puis qui cherche à jouer sur les peurs et les fantasmes inavoués. Ouais, carrément, je suis d'accord. Parce que clairement, dans les années 70, quand dans la France de Giscard, on censurait à tour de bras des films comme Massacre à la tronçonneuse, Mad Max, dont on a parlé la dernière fois. On les censurait parce que justement, ça allait jouer sur la peur. Sur la peur, mais plus fort que la peur sur le fantasme en fait de la violence. Et avec ces petites fesses violettes. Et donc il y avait il y avait l'idée de la sexualité aussi à travers ça. Effectivement. Et là, moi, je trouve que c'est présent. Du coup, ce truc fantasmagorique sur le gore, ça enlève pas les défauts du film. Et d'ailleurs, il y en a vraiment plein en plus. Je disais les défauts du film. Enfin, je veux dire. Les dialogues sont nuls. Ouais, il y a quand même ce personnage principal de Bérénice Bejo qui est super important. Ouais, qui remonte un peu l'estime du film. Déjà. Et le film tourne tout autour d'elle. Et là, du coup, on retrouve les tropes du film catastrophe, du film à Les Dents de la Mer ou Jurassic Park. Tu sais, c'est le personnage de Bérénice Bejo, c'est Don Quirote, quoi. Elle a tout vu, elle a tout compris, mais personne ne veut la croire. Exactement. Et du coup, elle va passer son temps à lutter contre des moulins à vent parce que personne ne veut l'écouter. Et tout le monde la prend pour une folle, alors qu'il lui est arrivé des trucs complètement horribles. Exactement. Il y a des moments où tu te rattaches au personnage parce que justement, il y a beaucoup d'injustice. C'est ça. D'ailleurs, dans tes propos, pour les illustrer, il y a quand même une scène où c'était toi qui me l'avais dit et en fait, en me la disant, ça me l'a rappelé et ça me l'a fait le tilt. C'est quand donc, il lui est arrivé une grosse galère au tout début, où elle perd tout un équipage de plongeurs. Dont son petit copain d'ailleurs. Dont son futur mari en plus, je crois. Ils n'avaient pas parlé d'alliance ou un truc comme ça, je crois. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit son bras flotter sous l'eau. C'est ça. Avec l'alliance. Voilà. Donc, elle perd quand même une partie importante de sa vie et elle va se retrouver à être professeure devant des élèves pour leur expliquer les récifs marins et des choses du genre. Tout à fait, dans un aquarium. Et en réalité, les élèves se moquent totalement d'elle parce que ils ont envie de se moquer d'elle, quoi. Voilà, ils ont aucun respect pour cette personne et elle est toujours pas écoutée. Et d'ailleurs, moi, je trouve que là, il y a une astuce d'écriture qui est super intéressante parce que pourquoi ils se foutent de sa gueule ? Parce que ils ont des téléphones portables. Exact. Et dessus, ils voient que elle a été victime d'un drame personnel. Exact. Et donc il commence à se moquer d'elle en voyant justement les articles sur toute son équipe s'est fait dévorer par, et donc il lui pose des questions par un requin mako, parce que c'est pas un grand blanc dans le film, c'est un requin mako, c'est pas tout à fait le même genre de requin. Enfin, ce qu'on suspecte être un requin mako, du coup, parce que ça va être changé plus tard vu qu'ils ne savent pas exactement le requin. Ah bon ? À la fin, moi j'avais compris que c'était. Après, il y a des mutations. Voilà, il y a une mutation. C'est pour ça on est dans une logique de pouvoir créer à l'infini une espèce. Il y a toute une lecture écologique qui peut être faite derrière. C'est ça. Et du coup, moi, j'avais trouvé ça d'ailleurs même très bien, parce que même si c'est très souvent décrié par la critique, moi, j'avais trouvé ça cool parce que, en gros, on se retrouve avec un requin qui est capable de s'auto-féconder. Il est capable de vivre dans l'eau salée comme l'eau douce. L'eau douce, merci, je vais chercher le nom. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que le requin bulldog qui est capable de faire ça, si je ne me trompe pas. Mais là, du coup, ça joue sur ça, et ça, c'est intéressant, parce que ça me fait penser à une catastrophe, comme tu le disais, qu'on a vue en 2019. Avec le Covid-19,
C'est clairement ça, parce que le Covid-19, c'est la souche principale, c'était le SRAS-12, qui était sorti en 2012, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est un virus muté. Et même le Covid-19 a muté lui-même en 2 ans, il a muté super vite. Et puis, le fait que le monstre nous soit présenté dans cette première séquence traumatique, qui d'ailleurs est très bien réussie. Hein. Les attaques de requins dans le film sont vraiment super cool. Ça renvoie du coup à la responsabilité de l'homme, parce que tu as ce continent de plastique en plein milieu du Pacifique, et tout de suite on voit que même si on va avoir des victimes humaines, il y aura forcément toujours derrière il y aura la responsabilité de l'homme. Exactement. Donc voilà, c'est pas trop mal. Et puis le personnage de Bérénice Bejo, moi je trouve qu'il renvoie à travers sa présence à ce qui fait la force du cinéma de Xavier Jeans. Et notamment dès son premier film, Frontières, puisque c'est un survival. Donc un survival, c'est un film où un personnage se retrouve dans une situation extrême, il doit survivre, et souvent il va être... à la base, il y a tout un groupe, et puis ça va se réduire à peau de chagrin, il va rester plus qu'un seul personnage, et cet ultime personnage va... être le survivor. Et puis il va devoir en fait sortir de sa condition normale. Pour devenir quelque chose d'autre. Voilà, pour devenir quelque chose d'autre. Et je trouve que c'est à travers ça que le personnage de Bérénice Bejo est vraiment le personnage le plus important. Et puis le vrai point fort du film, à côté des scènes d'attaque, des scènes spectaculaires qui sont vraiment réussies. Parce que tu t'accroches à elle, tu t'attaches à elle, tu ressens l'injustice qu'elle va vivre, et quand elle est au milieu d'un hôpital, les bras ballants, à voir passer à côté d'elle des gens avec des brancards, il vient d'y avoir une grosse attaque. Elle n'a rien pu faire. C'est superbe, parce que là, t'es attaché à elle. Et moi, ça m'a rappelé du coup le film Frontières, avec le personnage principal qui est une jeune femme de banlieue. Elle se fait trucider toute sa bande de copains, et elle va être la dernière. Elle va devoir vraiment passer par tout un tas de supplices différents pour s'en sortir, et finalement elle va vraiment être totalement transcendée. Et là on retrouve la même chose. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a le reste du casting, des personnages. Tu vois, il y a le flic, la beau gosse. Fais-moi la peur. Le mec, c'est Steven Seagal. Hein. Joue-moi le... ou le Catogan en moins, mais Steven... Ou Mila Jovovich en version masculine. Parce que tu lui demandes de jouer la peur. Steven Seagal est rigolo. Mila Jovovich est juste chiante. Mais ceci est une question de subjectivité. De subjectivité, oui. Mais dans l'idée, c'est vrai que les personnages ne sont pas très intéressants autour. Le casting n'est pas... Enfin, c'est pas le casting, c'est surtout la manière d'acter de certains des personnages qui laissent un peu à désirer. Tu ressens pas d'émotion. Oui, puis il y a des moments où tu as l'impression que... Et les dialogues sont vides de sens. Oui, voilà, que le personnage et le dialogue ont juste une utilité fonctionnelle. Ça ouvre une porte, on doit aller là-bas. Comme il y était peut-être, et hop, ils y vont. C'est ça. Et finalement, le personnage n'a aucune autre utilité que d'ouvrir une porte, dire « Ah, on a vu là-bas... qui s'était passé quelque chose, il faudrait peut-être y aller, on y va, on découvre ce qui s'est passé, l'intrigue avance. Mais c'est très paresseux. Alors que on a quand même au scénario Yannick Dahan, co-réalisateur et co-scénariste de La Horde, considéré comme le premier film de zombies à la française, et qui avait des vrais points forts, parce qu'il arrivait à lier
quelque chose de très américain et quelque chose de très très français. Et là, on retrouve un peu ça, mais c'est parasité par plein de petites choses qui viennent à droite et à gauche. Il y a notamment à un moment un espèce de demi-tour en bateau. On ne sait pas pourquoi les mecs font ça. J'avoue, celui-là, tu me l'as dit au moins 2 fois déjà. Je suis vraiment il y a une espèce d'explosion sous-marine. Les mecs font « Oh là là, mon Dieu, il y a eu une explosion sous-marine !» Il débarre le bateau, il fait « Pouh !» Il tourne sur l'eau, là. Et puis il revient à son point de départ. Il fait « Pourquoi ? Quel est le but ?» C'est vrai. J'ai gaspillé du gasoil. Mais après, voilà. Ils sont pas dans Mad Max, c'est pour ça. Ils avaient pas besoin. Après, voilà, c'est très fun, c'est très drôle. Mais ça n'enlève pas, malgré tout... le plaisir du scénario horrifique. Oui, le plaisir du scénario horrifique, effectivement, parce qu'il y a plein de séquences qui mettent un peu... qui te mettent la pression. Qui mettent la pression, qui font lever les poils sur les bras. On est bien mis sous tension et c'est vraiment cool. La petite image où les flics sont devant une entrée et que derrière, t'as une ombre qui passe. Oui. Ce passage-là, bon, t'es dans l'eau, tu te chies dessus. Très clairement, c'est horrible. Exactement. Mais petit big up quand même à la police française qui est pas si méchante que ça avec les SDF. Les SDF au bord de Seine. Parce qu'il faut pas oublier, ceux qui sont à côté... Ça serait bien de partir. Il va bientôt y avoir le triathlon. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais genre, comme si c'était pas... Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Félicitations. Ça serait bien que vous alliez ailleurs, quoi. On aime quand même la police. Faites un peu tâche, quoi, quand même. C'est ce que ça veut dire. Je suis désolé, c'est le... Je viens de dire, on aime la police française, vous faites un peu tâche, Borguin. Alors, il parlait des SDF qui faisaient un peu tâche, pas de la police française. Non, mais dans le film, c'est ce que ça veut dire pour les SDF. Mais je suis désolé, c'est le discours qui passe. Et il y aurait pu y avoir un truc un peu plus recherché, un sous-texte un peu plus équilibré. Surtout quand tu connais le film La Horde. Mais je pense que le film, depuis la première version du scénario jusqu'à maintenant, jusqu'au résultat final, il y a eu plein de découpes, de choses qui ont été remises en question. Je crois qu'il y a 3 scénaristes. Donc, le film il est déséquilibré, mais il y a beaucoup d'aspects forts et c'est un film très sympathique. Franchement, et on aimerait en voir plus souvent, donc c'est pour ça qu'on attend avec une impatience. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas, Sous la scène 2. Voilà. Moi, je l'attends. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi, je me dis que... En espérant qu'ils gardent leur même compatibilité comme ça, ou qu'ils améliorent encore, mais que ce soit pas en descendant comme pour Deadpool. Mais c'est une autre histoire. Comme beaucoup de séries de films d'horreur. Enfin, tu vois, c'est souvent on a du mal à régénérer un premier film concept qui fonctionnait comme du papier et musique. Mais après, voilà, moi, si le film connaît une suite, et surtout connaît une suite qui est pensée en se disant, le premier a très bien marché, donc on laisse plus de latitude à l'équipe créatrice, ça peut être très très cool. Carrément. Je suis d'accord avec toi. C'est tout à fait ce que je pense aussi. Et maintenant, on va passer à Elias, à quelque chose de totalement différent. On va passer à Elias. Et le cinéma de genre, du coup, français, mais... le cinéma d'action, du coup, français. Je me suis embrouillé. Mais, du coup, Elias, c'est réalisé par Florent Emilio Siri. Exactement, qui a aussi réalisé Nid Gap. Exactement, ou encore Clo-Clo, ou L'ennemi intime. Au casting, on a entre autres Roche Dizem. D'accord. Ça raconte l'histoire d'un vétéran de la guerre en Afghanistan qui est employé
pour être garde du corps d'une riche famille venue du Moyen-Orient. Ok. Et comme le mec est très marqué à vif par tout un ensemble de traumatismes, ça va pas du tout se passer comme ça devrait se passer. Et il va se retrouver imbriqué dans ce qui semble être une machination. D'accord, ok. C'est intéressant ça. Voilà, le film ne livre pas forcément de réponse, mais... Ok. D'informations, je tiens à vous le dire, je ne connais pas le film. Je ne l'ai pas encore vu, mais on va pouvoir discuter aussi de tous les films qui sont sortis un peu avant, d'action français, qui vont nous permettre d'aller voir jusqu'à maintenant, en fait, et comment Elias en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Exactement. Déjà, on peut dire que l'action, le leitmotiv de l'action en termes cinématographiques, c'était présent dans le cinéma français depuis longtemps. Hein. Et du coup, c'est quoi un leitmotiv ? Un leitmotiv, c'est en musique, c'est un morceau qui évoque un personnage ou une émotion ou une situation, mais que tu vas retrouver de façon régulière. Tu vois, par exemple, dans La Guerre des Étoiles, tu as le thème de Luke, tu as le thème de Leila, tu as le thème de l'Empire, tu as le thème de Dark Vador. Voilà, c'est ça un leitmotiv. Et là, du coup, je parle de leitmotiv cinématographique, visuel, parce que on a dans plusieurs films français qui ne sont pas des films d'action à proprement parler, c'est plus des comédies. Une ou plusieurs scènes d'action qui pop en plein milieu du film, et qui sert avant tout à mettre en valeur un langage visuel de l'humour. Ok. T'aurais un exemple ? Moi, je pense notamment à une scène au milieu du film Le Cornio avec De Funès et Bourvil. Ouais, trop bien. Où, du coup, De Funès qui joue un gangster se retrouve avec ses hommes de main dans un espèce de jardin public à Rome, voilà, confronté à d'autres malfrats. Ok. Et donc, il y a à la fois de la bagarre. Ouais. Je me rappelle. La confrontation physique. Hein. C'est assez cartoonesque. Les mecs se tirent dessus, mais il y a aussi du gag visuel. Ouais. Puisque il y a De Funès, et que De Funès, lui, il doit jouer un personnage forcément ridicule, forcément grotesque. C'est intéressant de le voir tenter de jouer les gros bras face à des acteurs qui avaient joué dans des films de KPDP ou dans des films avec Lino Ventura et qui étaient vraiment des athlètes, quoi. Voilà. Alors qu'à un moment, il va quand même se retrouver dos à une statue, et une statue qui lui touche le dos. Pointe le doigt, là. Qui lui touche le dos et il croit que c'est un flingue, et du coup il va vouloir se retourner, donner un coup sur la main, sauf que c'est une statue, donc il se fait mal et tu le vois. Voilà, c'est assez marrant, assez comique, et il y a pas mal de passages qui font penser un peu à du cartoon pour moi, parce qu'ils vont entrer dans une porte, hein, on va appeler ça une porte, mais côté jardin par exemple, et ils vont ressortir côté j'ai oublié le nom, c'était côté cour, merci. Et en fait ils vont faire ça, ils vont s'intervertir, et c'est assez rigolo à chaque fois de voir ça. Effectivement, ouais. Et on peut penser aussi à une séquence dans La Grande Vadrouille, avec le même duo d'acteurs, et là ils sont poursuivis par des Allemands. Ils doivent partir en avion, je crois, et les Allemands ils ont ramené une mitrailleuse pour essayer de descendre l'avion. Le problème, c'est que le soldat allemand qui tient la mitrailleuse, il louche. Donc quand il débarque avec sa mitrailleuse et qu'il doit tirer sur l'avion, il n'y arrive pas, quoi. C'est Star Wars avec les Clone Wars. Enfin, avec les clones. Les Stormtroopers, quoi. Les Stormtroopers. Et donc l'action avait ce rôle-là dans beaucoup de films français. Ouais, c'est vrai. Après, il y a quand même eu... de vrais films d'action. Oui, ou du moins des films où l'action avait le rôle qu'elle doit avoir. C'est-à-dire faire progresser l'histoire, mais faire progresser l'histoire aussi dans un sens
de tension, de révélation d'un certain nombre d'enjeux, comme dans les films de KPDP, qui adaptaient les romans de Dumas. Comme les Trois Mousquetaires. Oui, le Comte de Monte Cristo. Qui est au cinéma actuellement, allez voir. Et qui est plutôt cool, en plus. On avait aussi les films de Belmondo ou les films de Delon. Et Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. Et dans les films de Jean-Paul Belmondo, il y avait quand même des fois une petite tendance à vouloir utiliser la cascade, mais avant tout pour mettre en valeur la prouesse physique. Le personnage, quoi. La prouesse physique de Belmondo, quoi. De Bébel. Et souvent, l'action, elle n'avait pas d'autre utilité que de venir et mettre en valeur le personnage. Enfin, cette carrure, cette persona, cet être de cinéma, tu vois. Mais on n'est pas dans un Jackie Chan où le mec doit poursuivre des méchants, donc il monte dans une voiture. Ça c'était vraiment excellent. Il traverse les maisons, et puis finalement il se rend compte qu'il n'a pas rattrapé les méchants, donc il commence à les courser dans un... ils partent sur une colline, et ils partent. Enfin, les méchants ils prennent dans un bus, et donc lui il poursuit le bus en essayant de s'agripper à la paroi. Mais il n'y a pas ça dans les Belmondo. Et, ça ressemble plus à du Seagal. On va quand même arriver... ouais, mais non. Parce que même Seagal, tu vois, c'était quelqu'un qui... Le mec avait quand même tendance à vouloir faire ses cascades lui-même. Et injecter un truc très singulier à lui-même, à sa façon de se battre, au sport qu'il pratiquait. Alors que Belmondo, pas du tout. Le mec, on lui dit tu seras en caleçon à poids accroché au-dessus d'un hélicoptère qui vole au-dessus de la Seine ou au-dessus de Paris, et tu vas faire ça. Et en fait, cette séquence-là, tu pourrais la découper et la mettre dans un spot publicitaire pour des caleçons. Enfin voilà, ça serait pas une scène de film. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et on a beaucoup fait ça, à tel point que dans les années 90, on avait le réalisateur Alain Poiré, avec du coup des acteurs comme Christian Clavier, Jean Reno ou encore Gérard Depardieu, qui faisaient des films dans lesquels les séquences d'action, elles étaient vraiment du coup limitées à des endroits très particuliers. Et ça servait avant tout à mettre, tu vois, en évidence, encore une fois, des gags. Mais là, on n'est plus dans les années 60 avec Louis de Funès, avec Bourvil. On est dans un cinéma qui se sert des influences des Monty Python, tu vois. Donc il y a un truc un peu gore, il y a un méchant qui se fait tirer dessus, donc ça fait une gerbe de sang. Il y a quelqu'un qui se fait écraser par un camion. Enfin, il y a tout ça, mais on sent bien que là où le film américain ou le film asiatique va utiliser l'action pour monter en crescendo et pour arriver au final où tout est explosif et tout dépasse tout ce qui a été fait avant. Poiré, lui, c'est l'inverse. Poiré, lui, dans Les Anges Gardiens, par exemple, il fait ça pendant 45 minutes au début du film. À Hong Kong, tu m'as dit. Voilà, à Hong Kong, il utilise les cascadeurs hongkongais des films de Jackie Chan, des films de John Woo. Mais après, quand l'action du film revient en France, tu repasses en France et il n'y a plus d'action. C'est très bizarre, quoi. C'est clair. Quand tu es vraiment quelqu'un qui apprécie ce qu'est l'action en termes cinématographiques, tu bien sûr. Tu te dis pourquoi, quoi. C'est un peu un non-sens. On a l'impression que lui, il a découvert ce que faisaient les Hongkongais et il s'est dit voilà, c'est plutôt cool, je vais le prendre. C'est marrant et voilà. Et au même moment est arrivé Luc Besson, mais aussi beaucoup d'autres réalisateurs qui ont utilisé l'action avec des références, avec un référentiel cinéphile. Oui, je me rappelle. Enfin, alors moi, je me rappelle de quelques films de Besson. Déjà, tu m'as dit récemment que c'était lui qui avait produit les Banlieue 13 Ultimatum.
et Banlieue 13. Oui. Donc c'est des films qui sont quand même... Les Transporteurs aussi. Les Transporteurs aussi. Le Baiser mortel du dragon. Avec Bruce Lee, incroyable. Et l'autre film, là, Danny the Dog. Danny the Dog. Ah oui, trop bien ça aussi. Mais du coup, c'est intéressant parce que... Dans les Banlieue 13 Ultimatum, enfin les Banlieue 13, on est très souvent à suivre les personnages à la course à pied, tout ça, parce qu'ils utilisent le style de déplacement Yamakasi. Le parcours. Le parcours, voilà, je cherchais le nom exactement. Et je trouve ça trop cool, parce que ça se suit vraiment en termes visuels, c'est bien filmé, le scénario est très sympa, l'action monte crescendo tout au long de l'histoire. Et je trouvais ça vraiment cool. Et ça, du coup, ça a été réalisé. Donc, le premier Banlieue 13 a été réalisé par Pierre Morel. Et le deuxième Banlieue 13, donc Ultimatum, a été réalisé par Patrick Alexandrin. Exactement, ouais. Et bon, du coup, moi, je trouve ça vraiment trop cool. Mais il y a eu d'autres films qui sont faits. Il y a un film qui a été réalisé, cette fois-ci, par Luc Besson, qui était Lucie, qui est sorti en 2014, dans mes souvenirs. Et c'est pareil, l'action, elle monte d'intensité, mais vraiment petit peu par petit peu. Ouais. Donc dedans, il y avait, dans mes souvenirs, il y a Morgan Freeman et il y a Scarlett Johansson. Et c'est trop cool. Le personnage principal, c'est Scarlett Johansson, qui, donc pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, c'est en gros un personnage qui va avoir une drogue à l'intérieur de son corps. C'est ce qu'on appelle une mule. Et en fait, le sachet de drogue va exploser et son organisme va l'ingérer et va muter, qui va lui permettre d'avoir des capacités d'utiliser son cerveau à plein potentiel. Donc aujourd'hui, on estimerait qu'un homme serait capable d'utiliser son cerveau entre 7 et 10%. Dans ce film-là, elle va atteindre les 100%, ce qui est aujourd'hui que de la pure théorie, ce serait juste pas possible. Enfin bref, et voilà. Mais du coup, c'est très intéressant à comprendre. Et donc, le film va montrer tout ça. Et je trouve que ça montre vraiment... On voit le pourcentage au fur et à mesure de ce qu'elle fait, en fait. Et je trouve ça vraiment cool. Et aussi, il faut rappeler que Besson a clairement marché sur les plates-bandes, mais comme beaucoup de réalisateurs de sa génération, ou de la génération qui est arrivée juste après, sur les plates-bandes d'un cinéma asiatique, parce qu'il a carrément été travaillé avec Corey Yuen. Il venait de la même troupe de l'Opéra de Pékin que Jackie Chan ou que Sammo Hung. Intéressant, ça. Donc... on avait vraiment affaire à quelqu'un, en parlant de Besson, à quelqu'un qui essayait d'aller chercher des gens qui savaient faire quelque chose et pour les utiliser à bon escient. Oui, carrément, c'est ça. C'est pas Alain Poiré qui fait les Anges Gardiens en se disant c'est un élément comique. Et bam, reprends ça. Ça peut être un élément comique. Quand on a vu les Jackie Chan, on comprend que ça peut être un élément comique. Exact. Mais c'est aussi un élément de tension. Et Besson le comprenait. Même si après, moi, j'aime pas beaucoup son cinéma parce que c'est, enfin, les trucs qu'il a produits, c'est sympathique, mais ça ne sort pas. Ça casse pas trois pattes à un canard. D'un résultat très cinéma industriel à l'américaine, en fait. Après, ça avait ses aspects positifs, parce que ça permettait, justement, film après film, de voir les aspects positifs se bonifier. Et augmenter les qualités et passer à la vitesse supérieure. Après... à la même époque, on a Christophe Gans avec Craig Freeman ou encore Le Pacte des Loups. Oui. Lui aussi marche sur les plates-bandes de John Woo, de Jackie Chan, notamment parce qu'il va chercher Philco sur Le Pacte des Loups. C'était l'un des acteurs à toute épreuve de John Woo. D'accord. Il joue un méchant dans le film. Et dans Le Pacte des Loups, il va être coordinateur des combats. Ok, ça c'est vraiment classe. Il va bosser sur la chorégraphie des combats. C'est ça. Et là, on voit passer, on passe à la vitesse supérieure parce que Le Pacte des Loups, c'est un film de KPDP. Oui.
Mais c'est un film de KPDP avec du coup des éléments. des éléments. Ne vous inquiétez pas sur les bruitages, c'est juste qu'il vient de se rendre compte qu'il avait dit du coup. Avec des éléments hybrides qui viennent de l'autre bout de la planète, qui sont mélangés, qui sont agglomérés, qui sont mélangés pour donner un résultat totalement différent. Ouais, carrément. Et c'est comme ça qu'on arrive à Florent Emilio-Siri. Ouais. Lui va beaucoup s'inspirer du cinéma américain, du western entre autres. Ouais, c'est vrai. Puisqu'il fait Une minute de silence, qui est pas un film d'action, mais un film, une sorte de chronique sociale sur des mineurs. Sur des mineurs qui rentrent en grève parce qu'on veut fermer leur bassin minier, et il y a deux potes qui vont se confronter parce que y en a un qui pense qu'il faut faire la grève, l'autre pas du tout. Et lui, il va traiter ça comme un western avec le mythe de la frontière, puisque le film se passe à la frontière entre la Belgique et l'Allemagne, ou l'Allemagne et la France, enfin je sais plus exactement. Mais il y a l'idée du mythe de la frontière qui est revisité. Il y a le mythe... il y a l'élément visuel qu'est le saloon qui est revisité à travers le bar dans lequel les mineurs vont prendre des coups. Et sur son film suivant, du coup, Nick Gep, tu retrouves le motif du film de siège qui avait déjà dans Une minute de silence avec les mineurs qui étaient assiégés par les forces de l'ordre. Carrément. Là, tu le retrouves dans cet entrepôt qui est du coup... un entrepôt d'IFI qui avait été normalement cambriolé par un groupe, sauf que... Qui est d'abord cambriolé effectivement par un groupe, et qui est ensuite assiégé par une horde de tueurs qui veulent récupérer un criminel convoyé par la police. C'est ça. Et je trouve ça très intéressant aussi comme film. Il y a, je me rappelle que les décors, enfin le décor du coup est assez simpliste parce que finalement on est dans un comment on appelle ça, dans un hangar, un entrepôt. Et l'autre truc qui est intéressant dedans, c'est que les lumières sont bien jouées, je trouve. Enfin, moi je trouve que la luminosité était vraiment bien. Un petit peu de bleu, un peu de noir à certains endroits pour bien refléter certains côtés ou visages de personnes. Enfin, voilà, c'est encore une nuit assez poisseuse, assez caniculaire. C'est une nuit de 14 juillet. Donc on retrouve encore un contexte français très présent. Très présent, très spécifique à la France. C'est ça. Et... là-dedans, on a aussi les personnages qui sont un peu des invisibles de la société, entre guillemets, parce qu'on va confronter du coup le policier endurci et traumatisé avec le personnage de banlieusard qui n'a jamais eu de chance dans sa vie, qui s'en est toujours pris plein la tronche, et qui a aucune possibilité pour s'en sortir que de faire des menus larcins. Et c'est vraiment des criminels à petite semelle, quoi, comme on dit. C'est pas du grand banditisme. Quoi. Et ils vont se rejoindre du coup dans l'expérience de l'action. Exactement. Et on retrouve ça du coup dans Elias. Oui, c'est vrai. Puisque Elias, alors c'est un film avec pas mal d'action. Il y a 3 gros moments d'action, notamment dans le final. C'est vraiment bien chorégraphié. Il y a notamment un moment dans un lieu clos, tout petit. Un truc très resserré, genre un mini bureau ou une voilà. Et on va avoir le personnage du coup de Elias qui est, on pourrait dire vulgairement, est une sorte de John Wick à la française, même si ça se rapproche des personnages de Liam Neeson dans les Taken, tu vois. C'est le gros mec vénère, tu sais, qui peut te faire mal, tu sais que c'est un combattant, un dur à cuire, mais au début du film, tu le vois pas comme un combattant, comme un dur à cuire. Tu comprends pas vraiment quelle est
sa raison d'être, qu'est-ce qui l'a traumatisé, qu'est-ce qui l'a bousculé dans la vie, mais tu sens qu'il a vécu, tu sens que voilà, le visage de Roger Dizem, il est filmé comme un paysage. Donc tu as vraiment l'impression d'avoir devant toi quelque chose qui a vécu. Ok. Et ça, on retrouvait ça, tu vois, dans les films américains avec Stallone, avec Bruce Willis, mais les films plus anciens avec Clint Eastwood ou les Sam Peckinpah, où tu avais vraiment des personnages avec des tronches buriniers. Quand on dit burinier, c'est tu sens que la vie leur est passée dessus, quoi. C'est ça. Et ce qui est superbe, c'est que lui, c'est une sorte de bloc, de monolithe qui va venir donner des coups. Ouais, ok. Et en même temps, le film est parasité à plusieurs moments par une logique de film paranoïaque, comme on en faisait dans les années 70 aux États-Unis, les 3 jours du Condor, par exemple. Ok. Sur un mec qui travaille pour la CIA, lui, il fait des boulots un peu insignifiants. D'accord. Et il se retrouve impliqué dans une machination avec des espions qui se font tuer par d'autres espions et on ne sait pas trop pourquoi. Et, là, il y a une série qui est sortie sur Netflix récemment qui parle de ça. Je ne me rappelle pas du nom. D'accord. Mais du coup, ça va devenir un personnage, tu vois, proactif dans l'action. Là, tu sais que ce personnage de Elias, il est déjà un élément porteur de chaos, porteur d'action. C'est un mec qui peut se défendre et qui n'hésitera pas à se défendre, mais on le définit aussi comme un personnage dangereux. Dangereux pour les autres, dangereux pour lui-même. Ok. Et on laisse sous-entendre clairement que ce personnage peut avoir des hallucinations, des névroses. Ok, donc on sait jamais. Il parle tout seul. Donc on sait jamais si on est dans le réel ou l'irréel avec lui. C'est ça. Ok. Et le film reste vraiment sur cette idée. Ça, c'est vraiment cool. Et ça fait penser au film de John Carpenter, tu vois, par exemple. Alors, je suis désolé, je vais te couper juste 2 secondes, mais c'est juste pour la série que je te dise le nom, parce que j'en ai parlé. Ça s'appelle The Night Agent. Ok. Sur Netflix. Ouais. D'accord. Non, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, le cinéma de John Carpenter, en plus d'avoir fait des films d'horreur, c'est un cinéma qui est vraiment sur la paranoïa. Okay. Et sur l'individu qui se retrouve à devoir lutter contre des forces qui le dépassent et qui provoquent chez lui un enfermement, une mise à l'écart, une marginalisation, il se met dans sa bulle, un isolement total. Et là, on retrouve ce truc-là, et en plus, on le retrouve lié à l'idée de fake news, à l'idée de deepfake. Deepfake, avec une séquence où on laisse sous-entendre que on a modifié l'image pour lui faire porter le chapeau. Et pour l'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis. Ok, c'est cool, ça me fait penser un peu au Salaire de la peur. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un peu cette idée-là dans la dernière version. Là, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs... avec Frank Castambi. Finalement, là, le film d'Elias, il arrive après un revival du film français d'action, puisqu'il y a eu Une balle perdue 1 et 2, il y a eu Salaire de la peur, il y a eu Bac Nord, mais il y a eu aussi Aka, et puis des films de Olivier Marchal, des films de policiers très durs, très immersif, violent, très désespéré. Et là, tu as cette même impression. Mais en plus de ça, c'est lié avec l'imagerie d'un cinéma qui reste beaucoup sur l'être humain. Sur les personnages qui ont vécu des expériences douloureuses. Et quand tu regardes le cinéma d'action,
Il y a beaucoup de films d'action qui s'intéressent au côté humain. Ouais, et à des populations qui font pas partie de la société générale. Ouais, enfin de la société au sens global. Ouais, c'est un peu des groupes marginaux. Ouais, des groupes de marginaux. Il y a une séquence avec des gitans, il y a une séquence avec des migrants. Okay. Quand on connaît la personnalité de Roche Dizem, quand on connaît la personnalité de Florent Emilio Siri, c'est parlant, quoi. Et ça fait du bien de le voir incarné comme ça. Parce que notamment dans les John Wick, il y a des gens, les gens ont le droit d'aimer, c'est pas le problème. Mais John Wick, c'est très... non mais arrête de rigoler, c'est pas drôle. John Wick, c'est du cinéma qui dépeint un univers totalement mythologique, mais à quel moment en fait tu peux te rattacher en tant qu'être humain dans cet univers où finalement c'est que des tueurs super balèzes qui savent manier tous les flingues, tous les trucs, ils ont jamais aucun problème, jamais aucun... Là, dans Elias, t'as ce truc de la... T'as ce truc du rapprochement personnage, quoi. Ouais, tu te rattaches, c'est ta porte d'entrée. Ouais, c'est ta porte d'entrée, véritablement. Alors après, Florent Emilio Siri, lui, il dit qu'il s'est inspiré de faits divers, de femmes du Moyen-Orient qui se sont fait enlever pour être ramenées dans leur pays, dont on n'a plus jamais entendu parler par la suite. Il y a le personnage de Nour dans le film, c'est une jeune fille. Elle est du coup, elle fait partie de cette famille du Moyen-Orient que le personnage d'Elias doit protéger. Et elle va nouer en fait un lien sensible avec ce personnage principal, et il va vraiment y avoir une connexion entre les deux. Et là où le personnage d'Elias est proactif dans l'action parce qu'il tue des gens, parce qu'il manie un arsenal militaire, elle est aussi proactive dans l'action parce qu'elle participe en le soignant, en lui disant « tu devrais aller là, tu devrais faire ça, je vais te conseiller sur tel truc ». C'est aussi là-dedans que des films d'action ne peuvent pas être considérés comme des films machistes ou des films, tu vois, centrés sur des personnages dont on va tirer les traits pour faire la glorification de la virilité, par exemple. Parce que là, t'as vraiment ce personnage qui est complètement meurtri c'est vrai. et qui va renaître avec ce personnage jeune, ce personnage innocent, ce personnage positif. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était super cool. Et après, ça nous rappelle que dans le cinéma de Florent Emilio Siri, t'as quand même beaucoup de films où les personnages ont une place importante. Et c'est pour ça que moi, j'inviterais les gens à s'intéresser au cinéma de Florent Emilio Siri, parce que en dehors des films d'action, t'as des films français qui remettent en avant une certaine idée de certains personnages, de la culture française, de l'art à la française. Il y a notamment ce film sur Claude François, Clo-Clo, qui est sorti en 2012, et c'est un biopic, donc ça nous raconte l'histoire de Clo-Clo, mais ça va nous raconter l'histoire de Clo-Clo en essayant vraiment de rentrer dans ce qu'était cet individu, ce qu'étaient ses troubles, ses contradictions, ses névroses, ses obstinations, ses faiblesses. Et tu vois, je pense que les gens, si ils vont voir Elias avant, ils regardent ces différents films, et Clo-Clo en particulier, parce que c'est vraiment un film qui essaye de Donc là, t'invites les gens à aller voir Elias après avoir vu Clo-Clo ou avoir vu d'autres films ou dans l'autre sens, tu vois. Dans un sens ou dans l'autre, c'est... L'intérêt, c'est d'essayer de faire grossir en fait la perception qu'on a des choses. Parce que là, le film Clo-Clo, clairement, le sujet pourrait être repoussant pour certains. Mais moi, je pense
que quand on s'intéresse au cinéma, il ne faut pas s'intéresser au sujet, il faut s'intéresser au traitement. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que on a là, typiquement un film qui essaye de te raconter une histoire, et de te raconter une histoire en allant sur des choses universelles, des choses qu'on connaît tous, comme le besoin d'être reconnu par ses parents. Ouais, bien sûr. Et le film va jouer, dans Clo-Clo, il va jouer sur ça. Il va jouer sur... j'ai jamais eu la reconnaissance que les parents voulaient de moi. Enfin, j'ai jamais eu la reconnaissance que je voulais de mes parents, plutôt. Et je me suis retrouvé valdingué dans tout un tas de situations contraires, parce que je suis pas... Je suis faible comme les autres. C'est ça. Et le lien, en fait, avec Elias, c'est d'essayer de nous faire pénétrer dans le quotidien de personnages qu'on est quelque part un peu tous. Ok. Pour moi, je trouve que ces films-là, ils ont un effet de résonance avec toi. Ce que tu vis dans la vie de tous les jours. En plus d'aller chercher des éléments de thriller, des éléments d'action, des éléments de comédie musicale pour Clo-Clo, mais aussi de thriller dans Clo-Clo. Parce qu'il faut voir comment il traite la mort de ce chanteur. Okay. Il la traite clairement comme une séquence de thriller. Okay. Et c'est superbe, parce que tu passes littéralement tout le film à te dire comment... Tu vois, on va arriver... Comment l'imaginer, ouais. Comment la chaîne tragique des événements vont me faire venir jusqu'à ce moment-là. Et je trouve que... Florent Emilio-Seri, c'est un vrai grand cinéaste, parce qu'il comprend, tu vois, ce qu'il voulait montrer... il comprend ce qu'est l'être humain, en fait. Ouais. Et pas forcément le montrer sous un jour de pitoiement, par exemple, d'apitoiement. Oui, bien sûr, et en plus en faisant fi de sujets qui peuvent être des fois un peu ringards, tu vois. Ouais. Ok. Donc, Elias, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir, parce qu'il y a de l'action, mais aussi parce qu'il y a de l'humain, et qu'il y a de l'humain questionné, remis en cause, traversé par des choses... très sombre, de la paranoïa, mais c'est aussi ça, du coup, la catharsis qu'on reçoit à travers la culture. C'est un élément pas simplement qui nous fait rire, mais qui nous provoque un électrochoc, parce qu'on se dit, tiens, ça m'a touché. Et ça m'a touché, ça m'a traversé d'émotions, bien sûr. Et puis ça m'a fait un peu réfléchir à travers les images. Ok. Bon. On passe sur les recommandations ? Oui. Je te propose de commencer ta recommandation. Oui, exactement. Moi, je ne vais pas du tout vous parler de films d'action, de films d'horreur. Le fait est, normalement, que cette année, ça fait 50 ans, si je ne me trompe pas, que Marcel Pagnol est décédé. Marcel Pagnol, c'était qui ? C'était un grand réalisateur et un grand auteur de théâtre qui s'est fait connaître pour des récits et des films mettant en scène les provinciaux, enfin les gens qui habitent la province, je ne sais plus comment on les appelle, mais la Provence. Oh là, je commence à être fatigué. Oui, c'est et ça. On a notamment le film Marius, Fanny, d'accord. Manon des Sources. Voilà, ça en fait beaucoup déjà. C'est des films qui se passent dans la Provence et qui racontent le quotidien des gens qui vivent là-bas, qui vivent à Marseille, qui vivent dans tout l'arrière-pays et qui vont connaître des tragédies familiales. D'accord. Grosso modo, c'est ça l'œuvre de Marcel Pagnol. Et je voulais vous parler, puisque là, c'est les vacances, ça y est, enfin, on a le droit à un peu de repos. Je voulais vous parler, du coup, de
La gloire de mon père et Le château de ma mère. Deux films mis en scène par Yves Robert, avec des acteurs comme Philippe Cobert dans le rôle du père de Marcel Pagnol, ou de Thérèse Léotard dans le rôle de la maman, si je ne me trompe pas, de Marcel Pagnol. Et en fait, ça raconte les années où Marcel Pagnol, les années d'enfance où Marcel Pagnol découvre les joies des vacances et les joies de s'attacher à des souvenirs, à des sensations. Des odeurs. Puisque dans le premier film, La gloire de mon père, on va suivre l'enfant durant tout un été, où avec ses parents, il va vivre des parties de chasse, des parties de pétanque, et son père en fait va sortir victorieux d'un certain nombre d'événements comme ça. Et va trouver grâce aux jeux de son fils. Et dans la suite, Le château de ma mère, pendant une année, avec ses parents, chaque week-end, il va sur les routes à pied rejoindre le lieu des vacances. Alors je ne sais pas si c'est chaque week-end, mais enfin c'est très régulièrement. Et il traverse des châteaux, des grandes propriétés. Et sa mère, avec ses parents, il vit un certain nombre d'aventures, de péripéties qui vont le marquer à vie. Et voilà, moi je trouvais que ça symbolisait très bien les vacances et ça symbolise aussi très bien ce qu'est en partie le cinéma français. Voilà. Trop cool, merci pour ta recommandation. Moi de mon côté, je vais faire la recommandation d'un film français d'horreur qui est sorti dans les années 2000. Ça s'appelle Chétane et ça a été réalisé par Kim Chapiron. Le synopsis est assez simple. Des jeunes se retrouvent dans une maison de campagne avec un homme dangereux pour le réveillon de Noël. C'est très sincèrement un film bien dérangeant avec un Vincent Cassel exceptionnel. Moi, personnellement, il m'a vraiment mis mal à l'aise. Donc, je vous le conseille très fortement si vous avez envie de regarder un film d'horreur français qui dérange. Voilà. Ouais, c'est clair. Sur ce, canopéen, canapéenne, on vous souhaite même, je dirais plus, on vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. Nous, on va se retrouver vite. Et d'ailleurs, il faut qu'on donne l'indice pour la prochaine fois. Effectivement. Il va oublier. Je vais dire... T'allais oublier. T'allais oublier. Oui, non, vous avez vu. Il oublie. Bon, moi, je dis trop du coup. Mais lui, il oublie beaucoup. Voilà. Du coup, les indices. Je dis lame. T'as dit quoi? Lame. Lame. Moi, je vais dire collant. Ok. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Maintenant, les requins ont bien mangé. L'eau bleue est quand même bien rouge. Ouais, moi, je vois pas pourquoi tu dis ça. Enfin, si, je vois un peu. Comprendra qui voudra.